Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour vivre le minimalisme en famille et vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. L'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécial car c'est le dernier avant mon break d'été. Je dis break mais pas vraiment, il n'y aura pas d'épisode long avant fin août, mais par contre, 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je diffuserai des épisodes bonus dans lesquels je réponds aux questions que vous m'avez posées ces derniers mois. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des questions. Pour ce dernier épisode, j'ai réinvité Mathilde sur le podcast. Mathilde était venue la semaine dernière pour nous parler de sa vie dans son van et cette fois-ci, elle va nous parler de son métier, accompagnatrice en communication digitale, communication oui, mais minimaliste. Alors c'est quoi la communication minimaliste? À quoi ça sert? Comment ça marche? Mathilde nous dit tout dans l'épisode du jour. Allez, c'est parti. Bonjour Mathilde. Salut Hélène. Merci d'avoir bien voulu revenir sur le podcast pour ce deuxième épisode. Ça va, t'es pas trop traumatisée par le premier? Non, pas du tout, tu vois, la preuve, je reviens. Pour les personnes qui entendent ce podcast avant le premier, j'avais invité Mathilde la semaine dernière pour qu'elle parle de minimalisme, mais cette fois-ci de minimalisme plus personnel. On a parlé de la vie personnelle de Mathilde, qui vit en van, donc forcément avec peu de choses. On a parlé de minimalisme matériel, mais aussi de minimalisme immatériel, notamment l'acceptation du vide dans nos vies. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à faire pause maintenant, d'aller vite fait dans l'épisode de la semaine dernière, de l'écouter, comme ça vous aurez une belle mise en contexte de qui est Mathilde. Et puis après, par contre, promis, vous revenez et vous pouvez écouter Mathilde à nouveau qui va nous parler de communication minimaliste. Alors pour le contexte, moi je te connais grâce à Instagram. Quand j'ai lancé mon podcast, moi j'y connais rien à Instagram à la base. Je n'avais pas Instagram avant de me lancer dans toutes mes aventures, on va dire publiques. Donc j'ai dû m'y mettre, j'ai dû ouvrir un compte et forcément, vu que j'y connaissais rien, j'ai suivi des comptes qui parlaient de la communication digitale et je suis tombée sur le tien, comme quoi l'algorithme a dû trouver des points communs entre mes thématiques et les tiennes et j'ai tout de suite accroché parce qu'effectivement quand j'ai vu communication minimaliste, je me suis dit ah tiens donc qu'est-ce que c'est? Donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la communication minimaliste, Mathilde? Alors, si vous avez écouté l'épisode précédent, ça va se rejoindre ma définition du minimalisme en général, parce que pour moi, du coup, avoir une communication minimaliste, c'est vraiment pareil, questionner nos besoins, nos objectifs aussi, ce qui est naturel pour nous, ce qu'on fait bien, ce qui apporte quelque chose aux gens aussi. C'est se débarrasser aussi de tout ce qui est superflu, parce qu'il y a beaucoup de façons de communiquer, beaucoup d'injonctions pour garder que l'essentiel, c'est-à-dire le message qu'on veut faire passer, comment on le transmet et à qui. Et c'est tout. Il y a aussi une autre notion là, c'est qu'on fait face quand même à beaucoup de surabondance au niveau de l'information, de surcharge de communication. Tout ce qui est posté pour poster, suivre les tendances, essayer d'être viral, être sur toutes les plateformes, reposter les mêmes contenus en double parfois. Mais beaucoup de personnes font ça et chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus important d'avoir conscience de ce qu'on fait pour que chaque contenu partagé serve un but et une intention qui soit précise et durable, comme semer des petites graines et pas forcément participer à cette surcharge. Parce que la surcharge, elle est pour la consommation numérique en soi, c'est-à-dire que même le numérique commence à prendre une grosse place au niveau écologique, etc. Mais aussi pour soi, parce que cette surcharge en tant que consommateur et en tant que créateur de contenu, ça peut vraiment être très chronophage, très addictif, c'est trop quoi. Donc, ramener un petit peu de les choses à échelle humaine pour pas trop s'essouffler. Parce que quand on parle de communication, généralement on se dit quand même que plus on en fait, mieux c'est. Il faut poster. Si on a envie de sortir son épingle du jeu, alors que ce soit parce qu'on a sa boîte, mais aussi juste parce qu'on a envie de grandir le nombre de followers qu'on est pour une raison X ou Y. Pourquoi toi, t'as choisi cette approche de communication minimaliste qui paraît complètement à contre-courant pour le coup? Déjà, parce que je l'ai vécu quand j'ai commencé mon entreprise, une des premières missions que j'ai dû faire, c'était de faire une campagne Ulule pour lancer un jeu de société. Et du coup, pendant un mois, j'ai dû poster tous les jours sur toutes les plateformes pour essayer de créer une audience et en même temps essayer de vendre et en même temps discuter avec les gens. Et j'étais vraiment partout, tout le temps, à la fois. Et ça m'a épuisée, ça m'a énormément stressée. Et je me suis rendu compte à quel point ça n'a pas de sens. Communiquer en masse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adage à vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. Ben, c'est vraiment ça. Donc je comprends pas pourquoi on est tous dans une course à qui aura l'audience la plus grosse, à avoir plus en plus de visibilité, en se disant que du coup ça nous donne plus de chances pour que ça marche, pour vendre ou pour
pour tout ça. Il faut se dire aussi que les gens consomment plus, et plus rapidement, et donc ils font pas attention. La plupart, c'est juste du divertissement, du scroller pour scroller. Donc essayer de chercher d'atteindre cette masse et de rentrer dans cette guerre de qui aura la meilleure phrase pour attirer leur attention, c'est vraiment pas quelque chose qui est efficace pour moi. Je compare ça souvent avec la pêche qui racle les fonds marins. Tu vois la pêche avec les énormes filets qui raclent tous les fonds marins en se disant comme ça, on s'en fout de tout ce qu'on va récupérer. Il y aura dans l'eau forcément des bons poissons et puis tout le reste en fait on s'en fout. Je compare ça à ça, c'est vraiment de communiquer en masse. Il y a des personnes qui utilisent même l'IA pour ça, avec des robots pour vraiment envoyer le plus de messages possible. Et voilà, moi je préfère pour le coup avoir une communication très ciblée, connaître vraiment bien la personne que je veux toucher en face et ne toucher qu'elle pour créer un vrai lien. Comme ça, moi, ça m'épuise moins parce que je fais les choses avec sens. Et elle reçoit ce lien de qualité et du coup, la relation se passe mieux et donc il y a plus de résultats, tout simplement. En quoi c'est efficace une communication minimaliste? C'est efficace pour celui qui communique et pour celui à qui il communique, parce que ça remet tout à l'échelle humaine. Donc pour soi déjà, on y trouve plus de plaisir, on y passe moins de temps, on fait les choses de façon plus qualitative, parce qu'on a plus de temps pour créer des vrais liens avec les personnes, pour discuter avec eux, pour montrer aussi l'humain qu'il y a derrière l'entreprise, donc ça génère plus de confiance. Donc les gens se sentent plus considérés, on les pousse pas à l'achat, on respecte leur rythme de consommateur, et les gens sont sursollicités, ils perdent confiance, il y a beaucoup d'arnaques et ils en peuvent plus en fait. Donc forcément, quand on leur propose une démarche beaucoup plus respectueuse, douce, humaine, ça fait mouche quoi, ça marche. Et c'est plus durable parce qu'on crée vraiment des liens sur la durée quoi. On sent vraiment qu'il y a un côté durable dans ce que tu fais, hein, que le but c'est pas je vais vous montrer une technique, vous allez en chier pendant 3 mois, mais après vous allez voir, ça vaut le coup. Toi, t'es plus sur du long terme du coup dans les stratégies que tu développes avec tes clients, c'est ça? Et je suis dans le long terme aussi au niveau pédagogique parce que y a plein de façons de communiquer qui sont possibles. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment de se questionner sur notre objectif, ce qu'on veut atteindre, mais aussi ce qui est bon pour nous. On va pas se lancer dans de la vidéo si c'est vraiment quelque chose qu'on déteste, qu'on ne consomme pas et que même si on nous apprenait, ça serait lourd. Le but, c'est que ça soit durable aussi pour nous. Donc, quand je disais que c'était mon approche, elle est aussi durable de niveau pédagogique, c'est que je vais plus expliquer comment la communication fonctionne en général, comment on fait pour atteindre les personnes, pour créer un lien de confiance avec eux et pour leur donner envie d'acheter, par exemple. Une fois qu'on a compris et qu'on a bien ça en nous, c'est applicable sur tous les supports. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de pas apprendre un outil et après, une fois que cet outil est obsolète, on est perdu parce que il faut refaire à zéro sur autre chose. Ouais, d'avoir cette impression que les choses changent très 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 vite, on a du mal à s'y retrouver en fait. Oui, c'est ça. Et vraiment essayer de faire attention avec tous les il faut que tu disais, qui sont pour le coup très concrets, mais finalement très superficiels. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut poster tous les jours sur Instagram. Mais quoi demain? Et puis au final, pourquoi? Et à quoi ça sert? Et ces questions-là sont beaucoup plus intéressantes à poser. Et après, Alors, si on a des gens qui nous écoutent et qui veulent travailler sur leur com, alors quand je parle de com, je parle pas que des gens qui ont leur entreprise, je parle par exemple de gens qui cherchent du travail. Moi, quand j'étais loin de ma famille, j'avais cette pression qu'on m'a pas mise, hein, je me suis mise toute seule, mais de communiquer sur ce qu'on fait, j'avais un blog pour la famille, pour que les gens soient au courant, je me mettais sur WhatsApp, j'avais un groupe sur Facebook, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a besoin de communiquer un message, mais sans s'épuiser? Comment on fait pour pas s'épuiser quand on veut communiquer sur le long terme? au final, le plus difficile, mais c'est le meilleur conseil pour être au plus direct et le plus efficace et faire mouche dès le début, c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre. Par exemple, si on cherche du travail sur LinkedIn, essaye de chausser les baskets d'un recruteur et relis ton profil pour te demander toi-même si tu aurais envie de te recruter. Si de ce que tu lis, ça reflète l'expertise que tu as, ça donne confiance. Donc c'est un peu cet exercice-là à avoir. D'accord, se mettre dans la peau de la personne qui nous écoute, quoi, tout simplement. D'où la difficulté quand on a envie d'attirer tout le monde. C'est peut-être là aussi où on s'épuise. Complètement. C'est juste que voilà, ceux qui choisissent la stratégie du volume, c'est un peu je ne prends pas le temps d'adapter mon discours à la personne que j'ai en face pour faire en sorte qu'elle comprenne. Je dis ce que j'ai à dire au plus de personnes possible en me disant que dans cette masse, il y aura peut-être
0,1% des personnes qui vont comprendre et qui vont adhérer et qui vont avoir confiance et qui vont se dire ok, j'y vais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de connexion et de lien qui se créent. Alors comment je fais du coup une fois que j'ai trouvé à qui j'ai envie de parler, donc par exemple à des futurs employeurs, ou alors j'ai envie de parler à cette clientèle-là, si on parle de professionnels. Une fois qu'on a trouvé ça, comment on peut essayer de trouver le bon format, la bonne plateforme, le bon ton, le bon rythme? On peut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, parce qu'en tout cas, dans tout ce qui est communication digitale, etc., faut tenir dans la durée, c'est un marathon. Le plus important, c'est d'être régulier et de répéter. Il va falloir tenir et prendre, voilà, pour moi, il vaut mieux prendre du plaisir, quoi. Si toi, t'adores écrire et que t'as une belle plume et que t'aimes pas du tout parler à l'oral, va pas te lancer sur YouTube. Ça sert à rien. Donc ça, déjà, se poser un petit peu, faire un petit peu le bilan sur nous, notre zone de confort, en quoi on est à l'aise et ce qu'on aime faire. Et après, se poser la question aussi de ce que notre audience veut et ce qu'elle consomme et où elle est. Est-ce qu'elle est plutôt sur TikTok, Instagram ou Facebook? Est-ce qu'elle aime plutôt écouter des podcasts? Et après, se demander quel objectif on a. Par exemple, si tu démarres sur Instagram et que tu veux vraiment que dans quelques mois, tu atteignes 1000, 2000 abonnés et que tu te dis, je vais le faire en postant une fois par semaine, ça va pas marcher. Donc, il y a aussi une question d'être au clair avec la réalité des outils et des choses. Est-ce que tu as plutôt des gens qui démarrent ou tu as plutôt des gens épuisés qui veulent switcher leur com? J'ai les deux, mais pour le coup, j'ai quand même une plus grosse proportion de personnes qui se sont essayées déjà eux-mêmes avec les outils qu'ils ont. Est-ce que tu dépoussières la communication des gens comme on trie un petit peu une maison? Alors, c'est pas les mêmes étapes, mais avec mes clientes, on va faire un travail profond pour leur construire ce que j'appelle une stratégie fil rouge. Donc, c'est un fil rouge qui va être tout simplement le lien qu'elles vont créer avec leur audience et leur client idéal. Pour ceux qui ont écouté l'épisode avec mon camion, c'est un peu la même démarche. Table rase. On se questionne sur soi, on questionne sur la personne qu'on veut atteindre et ensuite on construit les choses brique par brique sur ce fil pour que tout soit connecté ensemble dans un puzzle cohérent et qu'on sache exactement dans quelle direction on va. Il n'y a pas forcément cette notion de tri, même si j'ai aussi cette partie plus consulting dans mes accompagnements à côté qui peut permettre parfois, quand mes clientes du coup sur le terrain ont des questions, je vais les aider plus à avoir une démarche de tri en disant finalement, est-ce que c'est le bon moment pour toi de faire ça maintenant? Peut-être de cette façon-là, ça serait plus pertinent. Et là, je les aide toujours à essayer de garder le cap. Quand on développe son activité, on a envie d'avoir ce volume. Ça peut être compliqué pour les gens de se dire je vais en faire moins. Comment tu arrives à passer au-delà? Oui, parce que tout le monde a peur de se fermer des portes, tout simplement. Quand on démarre et qu'on ne vit pas de notre activité, on a cette pression financière. Donc oui, on veut communiquer partout, développer plein de stratégies, parce qu'au cas où, encore une fois, au cas où il y en ait une qui marche. C'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir alors que ça fait déjà 1 an qu'elles essayent, parce que elles ont besoin de passer par là, c'est naturel, pour se dire au moment donné, en fait, non. J'ai beau poster sur des réseaux sociaux, j'ai pas d'engagement, par exemple, il y a peu de liens qui se créent. Les autres, j'ai l'impression que ils ont des communautés, qu'il y a du lien, qu'ils discutent avec leurs abonnés. Et déjà rien que sans parler de vendre. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'au final, en étant partout à la fois, au cas où, pour pas se fermer des portes, ça fonctionne pas, ça les épuise et ils ont besoin de recentrer pour retrouver du lien. Si je fais le parallèle entre le tri dans ta com et le tri dans ta maison, donc il y a les objets au cas où les gens ont du mal à se débarrasser de ça. Il y a aussi des gens qui ont du mal à faire du tri parce qu'ils ont des objets sentimentaux. Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi, tu vois, des gens qui sont très attachés à une manière de communiquer et c'est compliqué pour eux de faire autrement alors que c'est pas forcément là qu'ils devraient être? Non, pas du tout, parce que moi j'ai vraiment dans ma démarche une stratégie qui doit être naturelle pour la personne. À part si quelqu'un qui s'adresse aux particuliers me dit j'adore être sur LinkedIn, à part ça, sinon on fait toujours en sorte que l'outil soit agréable parce que c'est un outil à utiliser au quotidien. Et du coup, autant de faire en sorte que ça soit le plus simple et le plus naturel. Côté plaisir en fait dans ce que tu dis, c'est un peu comme ta vie en van. C'est ça, tout en ayant un objectif clair parce que voilà, je suis vraiment pas du genre à se dire il faut vraiment le faire que au plaisir et du coup il faut que ça soit que en spontané, on n'ait pas de stratégie du tout
et que on communique une fois quand on a envie de temps en temps. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de résultat. Faut trouver la juste balance pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de stratégique. Mais la stratégie n'a pas à être quelque chose de lourd. On peut essayer de trouver une stratégie qui soit efficace, naturelle, durable, et voilà, tout simplement. Tu dois te battre là-dessus ou pas pour que les gens comprennent ce que c'est que la communication minimaliste. Quand on dit minimaliste, on est bien d'accord, ça veut pas dire que si je viens te voir, c'est parce que j'ai envie de communiquer moins. Ça envie d'essayer de se communiquer mieux, mais de la même manière que que le minimalisme, c'est pas forcément, dans nos intérieurs, c'est pas forcément tous avoir un intérieur à la danoise ou à la Marie Kondo, tout épuré, quoi. C'est vraiment trouver ce qui est bon pour soi en fonction de nous, ce qu'on veut faire et de ce qu'on a envie de développer pour notre entreprise. Et le bon rythme pour toi, mon bon rythme à moi est peut-être trop pour toi, mais peut-être que, peut-être que toi, tous les podcasts que tu fais, moi, ça me paraît waouh. Quels seraient, on arrive à la fin de l'épisode, toi, les 3 conseils? On a quelqu'un qui nous écoute, qui aimerait bien débuter dans sa com ou alors reprendre sa com. Donc, comme je dis, que ce soit sa com pro, parce que c'est quelqu'un qui est à son compte ou qui a une activité parallèle, ou alors sa com perso, parce que je cherche des bénévoles toujours pour ma nouvelle association, parce que je cherche à trouver un autre emploi via LinkedIn. Quels, 2, 3 conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de repartir sur de bonnes bases? Déjà, le premier conseil, ça serait de toujours faire des choix en fonction de soi, de faire attention aux injonctions et tous les il faut qu'il y a autour. Le deuxième conseil, ça serait de faire simple. C'est pas se lancer dans des systèmes trop compliqués, de trop de supports, comme par exemple être sur plusieurs réseaux sociaux où on se dit je peux par exemple lier les comptes d'Instagram et de Facebook et donc poster en double. On peut le faire, mais en soi c'est des réseaux sociaux, donc on doit créer du lien social et si on n'est pas là pour créer des communautés et vraiment avoir un lien avec les gens, ça sert à rien. Questionner un petit peu les injonctions. Par exemple, je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit tout de suite qu'il faut qu'on fasse notre site internet, qu'il faut avoir une présence en ligne, que c'est ultra important. Non, please, non. S'il vous plaît, parce que vraiment, moi je suis web designer de base, je sais à quel point faire un site internet est compliqué. Vraiment, un site internet, ça peut être très très facile de le faire et de se planter complètement parce que les gens n'ont pas le temps. Donc, essayez de faire simple au début pour commencer à être à l'aise. Donc déjà, juste sur Instagram, on peut déjà voir si notre façon de communiquer fait mouche. Et déjà, là, après, on pourra penser à faire d'autres supports une fois qu'on voit que finalement, notre petit système tourne au final. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. On n'est pas obligé de commencer tout de suite. Je lance ma nouvelle assoce. Il faut que j'ai un groupe Facebook, une page Insta, une newsletter qui sort toutes les semaines et une page LinkedIn, quoi. Je suis pas obligée de me lancer tout de suite. Non, parce que après, si ça fonctionne pas, comment vous allez savoir où est-ce que ça pêche? Et si jamais vous arrivez à savoir où est-ce que ça pêche, vous allez devoir remettre à jour 4 supports. Alors qu'au final, vaut mieux être dans un système itératif et d'expérience et d'essai sur un support et bien le maîtriser et bien voir que ça marche, qu'il y a de l'intérêt, que les gens aiment bien ce qu'on fait, qu'il y a, par exemple, pour reprendre l'association, que ça fonctionne, qu'il y a des bénévoles qui viennent nous contacter, etc. C'est assez logique. Je pense qu'on le fait pour beaucoup de choses déjà dans la vie quotidienne. C'est très logique quand tu le dis. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un minimaliste, quelle que soit sa spécialité, on revient souvent au même conseil, c'est revenir sur du simple, revenir sur du basique, s'écouter, comprendre nos besoins, arrêter d'écouter, de regarder dans l'assiette des autres. Et j'aurais un dernier conseil vraiment qui est ultra important, juste pour la communication, c'est de se faire aider. Ça, c'est ultra important, que ce soit gratuitement ou payant, parce que pour pouvoir tirer son épingle du jeu, il faut quand même être différent et se démarquer. Et parfois, être soi, c'est compliqué. Avoir son propre regard sur nous, ça peut être compliqué. Et ça peut être hyper difficile de voir ce qu'il y a à mettre en avant et ce qui va intéresser. Et on peut rester longtemps dans notre petit cercle sans jamais s'en rendre compte. Donc, que ça soit demandé à une amie, à quelqu'un de la famille, à un collègue ou à un professionnel, ça sera toujours très intéressant pour mettre en lumière quelles sont les choses à exploiter et à mettre en avant. Même moi, qui bosse dans la communication depuis 10 ans, je me fais coacher tous les ans pour ma communication, pour pouvoir m'améliorer parce que on est trop dans notre bulle. Moi, c'est ma sœur qui m'aide beaucoup. Les premiers épisodes de podcast, avant que je les lance, j'en avais fait 4. J'ai fait écouter à ma sœur le pilote. Elle me l'a fait refaire. C'est pas une pro du podcast, mais elle en écoute et elle me connaît et elle a bien vu que ça correspondait
correspondait pas à moi et à ce que je voulais faire et tout ça. Donc de se faire aider, c'est peut-être déjà c'est un excellent conseil. C'est le même conseil que je donne aux gens qui n'arrivent pas à vider leur garage et ça fait 10 ans qu'ils essayent et ça revient toujours. C'est peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des questions qui n'ont pas été posées, donc on fait venir un home organizer dans sa maison et ça fera la différence, quoi. Donc ça vaut le coup. Merci beaucoup Mathilde. J'aurai encore 10 milliers de questions. Ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on te verra sur le podcast. Je verrai. Je suis sûre qu'il y a d'autres thématiques sur lesquelles on pourrait discuter. Avant qu'on finisse, d'autres choses, un dernier message ou est-ce que tu penses qu'on a tout couvert? Il n'y a rien qui me vient là, je pense qu'on a assez parcouru l'ensemble. Si on a envie de rentrer en contact avec toi, d'avoir un petit aperçu de ta vie en van, mais surtout de voir ce que tu fais dans ta communication minimaliste, à quoi ça ressemble, comment on met toutes ces choses-là en place, où est-ce qu'on peut te trouver? Partout, je suppose? Eh ben non. Vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes. Absolument pas. Vous me trouverez sur Instagram et rien que sur Instagram. D'accord. Je remettrai tous les liens en description. Merci beaucoup Mathilde pour ces 2 échanges vraiment passionnants pour moi. J'espère que ça t'a plu et puis je te dis à bientôt. À bientôt Hélène. Merci beaucoup. Et voici pour ce dernier rendez-vous de l'année. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez rentrer en contact avec Mathilde, rendez-vous en bio. Il y a tous les liens pour rentrer en contact avec elle et vous trouverez aussi la fiche méthode qui accompagne cet épisode. Il n'y aura donc pas de long épisode pendant quelques semaines, mais tous les lundis et tous les jeudis, je ne vous laisse pas, vous aurez des épisodes bonus. Je réponds environ à une quinzaine de questions que vous avez pu me poser au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé les enregistrer. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous avez des questions à me poser ou alors même des suggestions d'invités ou autres pour la prochaine saison, tous les liens sont également en bio. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu cette année, que ce soit en partageant mes épisodes, en me laissant des notes, des commentaires ou carrément en me faisant des dons sur la plateforme Ko-fi. Et grâce à vous, je peux continuer à essayer de vous produire du contenu de qualité. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour les épisodes bonus. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.